Salut les secoueurs de Pepsi, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette review de Backlash 2020 qui nous a donné ce qui était présenté comme le plus grand match de catch de l'histoire. Alors le premier gros point positif de ce pay-per-view, c'est qu'il n'a duré que 3h05, ce qui est déjà beaucoup plus long par rapport à Money in the Bank, qui avait duré, je sais plus, c'était 2h20, 2h40 en tout cas. Voilà, fini les pay-per-view interminables qui en devenaient carrément indigestes. Donc à nouveau un bon point positif, on va dire, d'autant que plus que sur ces 3h05, on va le voir en détail dans cette review bien entendu, eh bien nous avons eu un main event qui a duré 45 minutes de match, si on rajoute les entrées, le clip, etc. C'était presque la toute dernière heure du show, donc on va rentrer dans le vif du sujet dans cette review, et si vous aimez les vidéos comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Le main event, bien entendu, Edge contre Orton dans un stade, je pense que ça aurait été, enfin un stade avec du public, je pense que ça aurait été absolument génial. Mais sans public, c'était quand même une performance de très haut niveau. En plus de ça, et on le verra un petit peu plus tard, on a eu une post-production, donc un montage particulier avec un bruit de foule, ce qui a changé énormément le rendu en positif. Bref, voilà, je dirais que c'est un grand succès, malgré le titre un petit peu pompeux de plus grand match de tous les temps, et quelquefois, j'ai trouvé que les bruits de foule faisaient un petit peu fake, et ça m'empêchait de vraiment me plonger autant que j'aurais pu dans ce combat. Mais c'est pas si grave, c'est simplement quelques moments où les réactions de la foule, je les ai trouvées vraiment complètement folles par rapport à ce qui se passait dans le ring, genre des énormes pops pour des moves de transition ou des petits paquets ou des sunset flips, enfin des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent du match Daniel Bryan contre AJ Styles qui a eu lieu vendredi à SmackDown. Personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer sur la question, mais effectivement, je lis de ci de là que le match Bryan contre Styles aurait pu rivaliser, voire dépasser ce que nous ont produit Orton et Edge aujourd'hui, ce qui veut dire qu'a priori c'était quand même un match assez dingue. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ce backlash de manière générale, je trouvais que c'était un pay-per-view très faible, en dehors du main event. Il y a vraiment deux shows, quoi. Il y a le main event et le reste. Maintenant aussi que Paul Heyman est parti et que Bruce Pritchard l'a remplacé, je ne sais pas combien des finishes et des structures de match de ce soir sont issus des idées et de la création de Paul Heyman, et combien sont issus de Bruce Pritchard en prévision des premiers changements qui devraient arriver dès ce soir à Raw. Le premier match de la soirée, le match pour les championnats féminins par équipe. Je l'ai trouvé assez court, en tout cas suffisamment court pour que ça n'expose pas trop les catcheuses qui de temps en temps peinent quand ça dure plus de 10 minutes. Honnêtement, c'était rien de spécial, rien de bien différent comparé à des matchs que l'on pourrait voir chaque semaine à Raw ou à SmackDown. Ensuite, on a eu Sheamus contre Jeff Hardy. Bonne configuration de match, heel contre face, un petit peu comme on voyait il y a 10, 15, 20 ans et qu'on voit un petit peu moins de nos jours, donc ça c'était le positif. Au début je me disais que j'aimerais bien que Jeff Hardy montre un petit peu plus, qu'il revienne plus souvent dans le ring. Mais petit à petit j'ai compris que le match en fait serait long, en tout cas plus long que ce que je pensais parce qu'il a duré je crois 17 minutes, et donc c'est vrai que ça se justifiait parce qu'on était dans une configuration où il devrait y avoir plus de selling de la part de Jeff Hardy. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce combat, c'est qu'il apportait un petit peu de sérieux, après l'angle de l'urine qu'on avait eu à SmackDown, où là vraiment on se rendait compte qu'une fois de plus, eh bien Vince McMahon, il est vraiment keblo dans les années 80-90 par rapport à ce qu'il faudra faire pour intéresser le public, et qu'il n'a malheureusement pas réussi à faire cette bascule et continuer à vivre avec son temps, ou en tout cas s'entourer de gens qui vivent avec leur temps, vous voyez ce que je veux dire. Asuka contre Nia Jax pour le championnat féminin de Raw. J'ai trouvé ça très mauvais, je dois l'avouer. Depuis le retour de Nia Jax, j'ai l'impression que la meuf, elle n'y est plus du tout. Et que malgré les efforts de Asuka, en tout cas dans ce combat en particulier, non plus, ça prend pas. Et ces 8 minutes qui ont duré, ça m'a semblé même long. Le combat il se termine en double count-out, donc double décompte extérieur, donc je suppose qu'il y aura un rematch. Je ne sais pas si ce rematch aura lieu dès ce soir à Raw, peut-être qu'au moment où j'enregistre cette vidéo et que je la monte, ça a déjà été annoncé, donc je ne sais pas. Soit à Raw, soit le mois prochain, le 19 juillet, lors du pay-per-view Extreme Rules. Ensuite, on a enchaîné avec le match handicap entre Miz Morrison et Braun Strowman pour le titre universel. Ce combat a duré 7 minutes. Et là, je dois dire que c'était en enchaînant après Asuka Nia Jax, c'était vraiment difficile. J'ai trouvé ce match vraiment mauvais. Parce que le truc, c'est que on n'a rien à offrir comme challenger au champion Braun Strowman. Donc on le fout un petit peu contre
n'importe qui, et là en l'occurrence c'était un match handicap. C'est pas forcément la meilleure idée, d'autant plus qu'une fois dans le ring, ça n'a rien donné de particulier. Le seul petit truc, c'est qu'il y a un moment, Miz casse le compte de Morrison, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce qu'ils vont poursuivre là-dessus pour peut-être commencer à créer une scission et une séparation entre Miz et Morrison pour que peut-être on peut tout à fait imaginer que Morrison reprenne son envol en single en développant peut-être un nouveau personnage, en tout cas un autre personnage que celui qu'il avait il y a 10 ans, avec lequel il est revenu il y a quelques mois à la WWE. Pour ce qui est de la suite pour Braun Strowman, eh bien, je sais pas trop, parce que sans gros événements, je sais pas qui peut le challenger à SmackDown, parce que sinon aussi, si on a quelqu'un là sous la main, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas challengé dès maintenant lors de Backlash? Donc c'est un petit peu le vide intergalactique autour de Braun Strowman et de son titre actuellement. Bobby Lashley challengeait Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Le match a duré un petit peu moins d'un quart d'heure, je crois, 14 minutes, un truc comme ça. C'était un match classique, mais quand même un bon match, avec ce bel affrontement entre deux tanks physiques. Le match a commencé à peu près à 1h30 de show. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il reste ça, il reste le main event, que je savais qu'il allait durer 45 minutes, car on avait vu des spoilers dans les jours précédents, et aussi le match entre les croisades et les profiteroles de rue. Donc en me mettant dans la peau d'un fan qui ne lit pas forcément les news sur internet, je me suis dit, bon, bah ça va très vite se terminer. À la fin du match, Lana arrive, elle se met sur l'apron, ensuite Drew McIntyre met un coup de boule à Bobby Lashley. Bobby Lashley se retourne, il tombe sur Lana, qui elle-même tombe derrière sur MVP, tout le monde se casse la gueule. Je trouvais que c'était une fin, dans l'histoire, c'était pas trop mal, mais j'ai trouvé que l'exécution était vraiment très très fake, ça faisait vraiment faible, le placement était pas bien calé au niveau de Bobby Lashley qui a à peine touché Lana, donc ça faisait vraiment fake, j'ai pas aimé comment ça a looké à l'image. Les profiteroles de rue contre les grandes croisades, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on a vu. Je ne sais pas ce que c'était censé être ce truc. Un grand mystère et on va le passer sous silence et enchaîner tout de suite avec le main event. Donc comme je l'avais dit en début de review, ce main event, moi je l'ai trouvé topissime. Ils avaient mis la barre très haut, c'est vrai, et ils ont sorti ce que je pense être, comment dirais-je, le meilleur match que Orton et Edge sont capables de sortir aujourd'hui compte tenu du contexte et de leur âge aussi, parce que Edge, il est dans une forme phénoménale pour un mec de 46 ans. Faut pas oublier que, par exemple, pour vous, qui faites peut-être partie de l'abonnement King of the Ring de la chaîne, vous suivez les podcasts exclusifs spéciaux de la Monday Night War, spéciaux avec les pay-per-view, les Raw, les Nitro. À l'époque, quand un mec avait plus de 40 ans, genre Jake Roberts en 1996, il avait 41 ans. Et dans les commentaires, etc., c'était vraiment le papy croulant, etc. Et on voyait aussi à la WCW, dans les années à venir, ou même en 96, là, ce qu'on est en train de reviewer, quand un mec a plus de 40 ans, c'est un vieillard. Et les mecs, physiquement, dans le ring, ils étaient à la ramasse. Quand on voit le niveau d'un Edge aujourd'hui, ou Orton qui a 40, 41, je ne sais plus. Bref, en tout cas, moi je vais me focaliser sur Edge, qui a 46 ans aujourd'hui. Il a une forme absolument olympique, quoi. Et en plus de ça, Orton était vraiment bien motivé dans ce match. Ce qui fait qu'on avait la recette pour un immense succès remporté par Randy Orton suite au punt. A noter que Edge pendant ce match s'est déchiré un pectoral, donc je me demande pour lui quel sera son futur. Je sais plus s'il a signé un truc genre 3 millions de dollars par an pour 5 ou 10 matchs, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais donc voilà, maintenant il est blessé. Qu'est-ce qui va se passer pour Edge d'ici la fin de l'année, d'ici au moins minimum SummerSlam. Donc oui, il n'y a pas grand chose à dire, c'était une formidable performance, moins basée sur des moves que d'habitude depuis le début de la pandémie, et comme ce genre de psychologie ne fonctionne pas sans public, il faut quand même l'avouer, et ben c'est ça qui nous a donné les sons de la foule qui ont été rajoutés en post-production par-dessus le match. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est presque le premier vrai combat de catch depuis le début du Covid, enfin le premier vrai essai de retenter des choses plus traditionnelles, mais on est obligé malgré tout d'habiller autour parce que sinon honnêtement c'est très compliqué pour que ça passe. Donc en conclusion de ce pay-per-view, qui, comme vous l'avez déjà compris, je pense, avec cette rapide review, un pay-per-view qui passe à travers les gouttes, un pay-per-view qui n'a pas servi à grand-chose. Regardez le main event si vous avez envie, sinon le reste, l'intégralité du reste du pay-per-view est à oublier et on met déjà le cap vers Raw ce soir et Extreme Rules le mois prochain.
en espérant que la vidéo vous a plu comme d'hab les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous quand? Jeudi ou vendredi pour des nouvelles reviews de la WWE dans la nuit des temps. D'ici là, vous savez qu'il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est de garder la passion et de regarder du catch 24h sur 24. Allez, bye bye.